Donc, dans cette partie, euh, on va plutôt continuer à parler sur les antennes à dipôles croisés. Donc, on va voir une antenne utilisée dans le domaine de radiodiffusion AM/FM. Donc, cette antenne-là, c'est une antenne constituée d'une tige métallique verticale, comme vous pouvez voir sur l'image de la diapo. D'accord? Donc, il y a une tige métallique verticale de quelques mètres de hauteur et deux dipôles croisés, deux dipôles lambda sur deux disposés en croix. Donc, ils sont croisés dans le plan horizontal, comme vous pouvez voir. Donc, il y a les deux dipôles croisés, ils sont dans le plan horizontal, ils vont constituer l'antenne FM et le doublet ou l'antenne verticale, ça va constituer l'antenne AM. Alors, lorsqu'il est utilisé pour la réception des émissions en modulation d'amplitude AM, en ondes hectométriques et kilométriques, l'élément actif de la tige verticale qui se comporte alors comme un doublet. D'accord? C'est-à-dire H est très, très inférieur devant lambda. C'est la condition pour dire qu'il s'agit d'un doublet. Dans le diagramme de rayonnement, bien évidemment, il est omnidirectionnel dans le plan horizontal. Les quatre branches horizontales des dipôles jouent le rôle, dans ce cas-là, de terre artificielle. D'accord? Les quatre branches ou les quatre parties des antennes dipôles. Hein. Donc, on voit les deux antennes dipôles. Donc, chaque antenne contient deux parties identiques. Et donc, les quatre parties vont jouer le rôle d'une terre artificielle. Alors, lorsque l'antenne est utilisée pour la réception des émissions en modulation de fréquence, c'est-à-dire FM, dans les ondes métriques, d'accord, c'est-à-dire que la longueur d'onde est de l'ordre de quelques mètres. Donc, les éléments actifs sont les deux dipôles lambda sur deux croisés qui se comportent dans ce cas-là comme une antenne tourniquet, d'accord, dont le diagramme de rayonnement est omnidirectionnel. Il est omnidirectionnel dans le plan horizontal. Donc, la tige métallique verticale est perpendiculaire à la polarisation horizontale de l'onde reçue, elle ne perturbe pas la réception. D'accord. Donc, cette antenne-là, c'est une antenne utilisée pour la radiodiffusion AM/FM. Donc, ça dépend, est-ce qu'on est en mode AM ou FM. Dans ce cas-là, on peut utiliser différents groupements. C'est-à-dire, lorsqu'on est en AM, c'est plutôt le doublet qui fonctionne et qui permet d'avoir un diagramme omnidirectionnel. Donc, c'est une antenne d'émission. Hein. Lorsqu'on parle de la radiodiffusion, c'est de l'émission. Vous voyez qu'avec les antennes dipôles croisés, on est plutôt sur l'émission, c'est-à-dire avec des diagrammes de rayonnement qui sont omnidirectionnels ou bien quasi omnidirectionnels. D'accord? Alors, lorsqu'on est en réception FM, réception FM, c'est plutôt l'antenne tourniquet, d'accord, qui se trouve dans le plan horizontal, hein, donc c'est-à-dire les deux dipôles croisés qui vont être actifs dans ce cas-là et qui permettent la réception FM. Alors, cela dit, cette antenne-là présente quelques problèmes au niveau des impidances. D'accord? Donc, tout d'abord, le doublet vertical présente une impédance d'entrée élevée et son raccordement à un câble coaxial de 75 ohms pour la liaison nécessite l'emploi d'un transformateur d'abaisseur d'impédance. D'accord? Et donc, les deux pôles mis en parallèle présentent une impédance qui est la moitié de l'impédance d'entrée de chacune d'eux. Et donc, il y a un intérêt à utiliser des dipôles dans les impédances de 150 ohms afin d'avoir une bonne adaptation à un câble coaxial de 75 ohms. Donc, à base de ce principe d'antenne tourniquet, on peut avoir un autre type d'antenne, c'est l'antenne super tourniquet. Donc, cette antenne, elle est constituée par plusieurs étages tourniquets déposés à des intervalles réguliers les uns des autres. Et cette antenne-là, en fait, elle est utilisée plutôt dans l'émission à forte puissance en radiodiffusion FM. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir sur l'image, donc l'antenne, elle est formée de plusieurs antennes dipôles croisées.
D'accord? Donc là, on a 3, mais ça peut être plus. D'accord? On va voir selon le n, selon le nombre. Donc il y a une courbe à côté. On a présenté le gain en fonction de nombre des tourniquets. Nombre des tourniquets. Donc là, on a 3 tourniquets dans les mages, mais on peut avoir plusieurs tourniquets. Donc en augmentant le nombre des tourniquets, certainement, on augmente le gain. D'accord? Donc bien évidemment, l'antenne peut être utilisée pour l'émission à forte puissance. Donc, cette antenne rayonne la plus grande partie de sa puissance de manière omnidirectionnelle, comme on a vu pour l'antenne d'épaule croisée. La majorité de sa puissance, elle est rayonnée dans le plan horizontal. D'accord? Pour l'antenne tourniquet, il avait beaucoup de puissance rayonnée perdue dans les directions obliques. Alors, le gain de cette antenne dépend de la distance qui sépare les deux tourniquets. Donc, ici, on a représenté en fait le gain en fonction de la distance, D sur lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde. Donc, on a représenté le gain en fonction de D sur lambda, c'est-à-dire de la distance, et en même temps, en prenant différents nombres de tourniquets. D'accord? Trois. Donc, trois tourniquets comme dans la figure. On a ici trois tourniquets. Un, deux, trois. Mais on peut avoir plus de bras ou plus d'épaules croisées. D'accord? Donc, on peut arriver jusqu'à 16, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, en augmentant le nombre euh, des tourniquets, bien évidemment, on constate que le gain augmente. Alors, on peut aussi constater, d'après les courbes en bas, que pour une distance à peu près d égale à lambda, hein, donc on a un maximum de gain. D'accord? Donc, maximum de gain, il est obtenu à peu près ici. Là. Donc, vous voyez que la d sur lambda égale à 1, ça veut dire que d égale à lambda. On a le maximum de gain sur toutes les courbes. Soit on prend deux tourniquets, soit on prend trois, soit on prend 16. Si on prend 16, le maximum de gain, il est là. D'accord? Il est vers une valeur d sur lambda égale à 1, ça veut dire que d égale à lambda. Donc ça, c'est ce qu'on a observé en fait à partir de ces courbes empiriques. On a pu déduire cette caractéristique-là qui va nous permettre en fait d'optimiser la fabrication des antennes supertoniques. D'accord? Donc voilà pour l'antenne supertonique. Après, donc, on peut voir d'autres types d'antennes à base de dipôles. Donc, revenons au groupement de deux doublets orthogonaux que nous avons étudié précédemment. Il faut remarquer qu'on peut doubler l'efficacité de ce système en utilisant non plus deux, mais quatre doublets ou dipôles déposés en croix ou sur les côtés d'un carré, comme il est montré sur la figure. D'accord? Soit dans le premier cas, on peut utiliser quatre doublés. Donc, on a quatre doublés, un, 2, 3 et 4, qui sont sous forme de croix. D'accord? Ou bien on peut utiliser les quatre doublés ou les quatre d'épaules sous cette forme-là. D'accord? 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 sous forme d'un carré. Donc, il suffit pour cela que les deux doublés opposés soient en phase entre eux et déphasés de pi sur 2 par rapport à ceux qui se trouvent dans la direction orthogonale. D'accord? Donc, ça, c'est un critère qu'on a vu auparavant. Il faut toujours la vérifier pour que le système ou le groupement de ces antennes fonctionne. Alors, ces deux figures constituent ou schématisent la structure élémentaire d'un étage, donc utilisée dans les antennes papillons et les panneaux de dipôle, d'accord, qui sont des variantes plus élaborées des antennes tourniquées et supertourniques. D'accord, donc, sauf que là, il faut faire attention parce que généralement, pour ces types d'antennes, c'est toujours un peu difficile de les fabriquer, vu qu'il faut qu'ils se maintiennent voilà, sur un support. Hein. Donc, il faut qu'il y ait un support qui rassemble ces antennes. Donc, lorsqu'on parle du support, on parle sur un élément qui va se rajouter. Et donc, il faut faire attention lors de l'adaptation, ainsi de suite. Hein. Donc, ça peut influencer l'adaptation
de l'ensemble de sous-groupements par rapport à la ligne de transmission. Et donc, voilà, donc il y a aussi un travail à faire au niveau de la confection de l'antenne, c'est-à-dire au niveau de sa fabrication, les matériaux utilisés aussi, est-ce qu'on utilise des dépôles ou des doublés classiques ou simples, ou bien des doublés ou des dépôles épais. Dans ce cas-là, il faut voir comment mettre tout ça ensemble et voir comment concevoir l'antenne de telle façon qu'il soit utilisé pour des applications pratiques et qu'il soit exposé dans un environnement peut-être extérieur. Et on sait que dans un environnement extérieur, l'antenne peut être influencée par du vent, par de la pluie, par pas mal des facteurs. Et donc, il faut qu'il soit rigide et qu'il ne soit pas déformable facilement. Alors maintenant, on va passer à voir les antennes réseau. Donc, on a vu le groupement de deux antennes. On a vu aussi les antennes à base de dipôles croisés. Et maintenant, on va voir les antennes à base de réseau, c'est-à-dire mettre les antennes sous forme de réseau. Alors, tout d'abord, une définition. Donc, une antenne réseau est constituée par un ensemble d'éléments rayonnants identiques. D'accord? C'est-à-dire, si on parle d'un réseau d'antennes, on parle des antennes identiques. Donc, se déduisant l'un de l'autre par translation et alimentés par un même générateur, chacun sera une différence de potentiel à l'amplitude et à la phase dépend de la position de l'élément. Donc, cela n'impose aucune condition de régularité pour la répartition des sources. Il suffit qu'ils soient identiques et orientés parallèlement. Donc, voilà les conditions pour parler d'un réseau d'antennes. D'accord? Donc, tout d'abord, doit avoir un ensemble d'éléments rayonnants identiques. Au niveau de l'étude de l'ensemble de réseaux se déduit de l'un et de l'autre, d'accord, pas de translation. Au niveau de l'alimentation, donc les éléments de réseau sont alimentés par un même générateur et par contre, chacune a une différence de potentiel dont l'amplitude et les phases dépendent de la position de l'élément. D'accord? Donc, tout d'abord, avant de généraliser pour tout un réseau ou un réseau contenant N antennes, on va tout d'abord étudier un groupement de deux antennes. Donc, un groupement de deux antennes, mais ce groupement-là, il est différent du groupement de tout à l'heure parce que les deux antennes sont alimentées. Donc, tout à l'heure, on avait un groupement pilote-parasite où le parasite n'est pas alimenté. Là, cette fois-ci, on parle de réseau d'antennes et comme on vient de voir dans la définition, dans le réseau d'antennes, les antennes doivent être alimentées. Alors, considérons deux antennes verticales, des stands de T, d'accord, comme on peut voir sur le schéma. Donc, il y a une distance D entre les deux antennes, d'accord? Donc, il est alimenté par des sources de courant de même intensité, mais déphasées l'un par rapport à l'autre. Donc, il y a une sorte de déphasage. Le déphasage, il n'est pas connu. On va l'étudier par la suite, selon les conditions de ce déphasage. Est-ce que ce déphasage est égal à pi, c'est-à-dire ils sont en opposition de phase? Est-ce qu'ils sont en quadrature de phase égale à pi sur 2? Est-ce que le déphasage est nul? D'accord? Donc, on va étudier plusieurs cas, hein, si vous voulez. Donc, pour le moment, on va supposer qu'il y a un certain déphasage qu'on va le nommer par phi et qu'on ne va pas donner sa valeur. Donc, considérons deux antennes, comme vous pouvez voir, ils sont distantes de D, et donc ils sont alimentés par un courant ayant la même intensité, donc c'est la même intensité, donc on conserve la même amplitude pour l'alimentation de courant, mais avec un sort de déphasage. Donc, on suppose que le courant de l'antenne O2, donc la deuxième antenne, soit en avant de phase de phi, d'accord, par celui alimentant l'antenne O1. D'accord? Donc, loin des antennes dans la direction delta, si je me place dans la direction delta, d'accord, très loin des antennes, c'est-à-dire dans la zone du champ lointain, c'est-à-dire que l'antenne O1 va créer un champ E1 et l'antenne O2 va créer un champ O2. D'accord, l'antenne O2 ou le deuxième antenne va créer un champ O2. D'accord? De telle façon que E2, le champ créé par la deuxième antenne, il dépend du champ créé par la première antenne. Donc E2 égale à E1 exponentielle G2pi sur lambda, E1H, d'accord? E1H, c'est cette droite-là, d'accord?
Donc H, il est là. D'accord? Un H plus phi. Phi, c'est le déphasage entre les deux. On a dit que l'antenne O2, elle est en avance de phase. Au niveau de son alimentation de courant, il est en avance de phi par rapport à O1. Alors, O1H égale à D cosinus alpha. D'accord? Donc, on a le triangle qui est là. D'accord? Ce triangle-là. Donc, l'angle alpha, il est là. Et donc, on peut écrire que O1H, c'est-à-dire cette partie-là, ou ce côté-là de triangle, va être égal à D cosinus alpha. C'est une relation qui est connue. Hein, donc, on va démontrer d'abord cette relation. Alors, considérons que les antennes filaires sont des dipôles. D'accord? On va supposer qu'ils sont des dipôles pour pouvoir utiliser l'expression de dipôle. Donc, on sait que chaque dipôle va rayonner un champ qui s'écrit sous la forme suivante. D'accord? Comme vous pouvez voir. Donc, E1, c'est G60I1 sur R1, fonction caractéristique qui dépend cette fois-ci de alpha, exponentielle moins G2Pi R1 sur lambda. Et pour le champ E2, c'est la même chose, E2, G60I2 sur R2, fonction caractéristique qui est exactement la même parce que ce sont identiques, hein, comme on a dit, dans un réseau d'antennes, les antennes ou les éléments ou les sources rayonnantes sont identiques. Exponentielle moins G2Pi R2 sur lambda. Alors, I2, le courant I2, d'accord, le sous-courant là, il est en avance de phase phi par rapport à E1. Donc, dans ce cas-là, je peux écrire cette relation-là, I2 qui est égale à I1 fois exponentielle G phi. G phi, phi c'est la phase parce qu'il est en avance de phase. Et donc, l'expression de champ E2 revient à s'écrire sous la forme suivante, d'accord? Et je peux remplacer R2 par R1 moins E1H, d'accord? Puisque je suis très, très, très loin, d'accord? Je suis très loin des deux antennes, d'accord? Et puisque je suis dans la zone lointaine, je peux supposer que R2 peut s'écrire sous la forme suivante. R2, c'est la distance entre le point O et le point où je calcule le champ global. D'accord? Et R1, c'est la même chose. R1, c'est la distance entre O2 et le point M qui appartient au champ lointain où je calcule le champ rayonné par cette antenne-là. D'accord? Donc, je peux supposer que R2 égale à R1 moins E1H. E1H, c'est tout à fait ce segment-là, ce petit segment-là entre les deux. D'accord? Qui fait en fait la différence entre les deux. D'accord? Donc, cela, c'est juste une approximation, bien évidemment, pour s'en sortir et pour faire les calculs, pour pouvoir exprimer le champ E2 en fonction de E1. Donc, si je suppose ça, je peux le remplacer ici. Je peux remplacer R2 par cette expression-là. Ça me donne deux exponentielles, comme vous pouvez voir, et je peux l'écrire sous la forme suivante, hein, par la suite. Et dans ce cas-là, je peux tirer l'expression de E1. D'accord? Je peux tirer l'expression de E1. Tout ça, c'est E1. D'accord? Tout ça, c'est l'expression de E1. D'accord? Et donc, je peux exprimer E2 comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'expression euh, suivante. D'accord? L'expression qu'on a vue tout à l'heure, que E2 égale à E1 exponentielle 2 pi sur lambda en 1 H plus phi. Donc, j'ai pu écrire E1 en fonction de E2, donc E2 plutôt en fonction de E1. Donc E2 égale à E1 exponentielle GS. Avec S, c'est tout ça. C'est 2 pi sur lambda E1H plus phi. D'accord? Alors, à base de ça, je peux étudier les différents cas selon la phase et selon, bien évidemment, les différents paramètres agissant sur le champ ou le rayonnement du champ. Alors, le champ total va être la somme, d'accord? Donc, c'est la somme de E1 plus E2, je suppose que c'est la somme, d'accord? Et donc, je peux factoriser par E1 plus que E2, je viens de l'exprimer en fonction de E1. Donc, E1 égale à 1 exponentielle GS, d'accord? Et donc, CE1 est le champ créé par une antenne isolée. Le champ total du groupement va s'écrire sous la forme suivante. D'accord?
Donc E1, donc le champ total est égal à E1, 1 plus cosinus S plus G sinus S, d'accord, que je peux l'écrire sous la forme suivante, d'accord, 2 cosinus carré S sur 2 plus G, 2 cosinus S sur 2, sinus S sur 2, et je peux factoriser par cosinus S sur 2, ça va me donner cosinus S sur 2 plus G sinus S sur 2 qui est égal à 1, d'accord, qui égale à 1, pardon, qui égale à exponentielle S sur 2, et donc j'obtiens que le champ total s'écrit sous la forme suivante, d'accord, de E1 exponentielle GS sur 2 cosinus S sur 2, d'accord. Alors, pourquoi, la question qui va être posée, pourquoi je suis en train de calculer le champ total? Ah ben, dans n'importe quel groupement d'antennes, soit des groupements ou bien des réseaux d'antennes, on doit exprimer le champ total. Pourquoi? Parce que si on n'a pas l'expression de champ total, on ne peut pas savoir la fonction caractéristique de rayonnement de ce groupement ou bien de ce réseau d'antennes. D'accord? Donc, il faut partir des choses qu'on connaît, c'est-à-dire généralement le réseau d'antennes ou bien le groupement d'antennes, il est constitué des éléments. Ces éléments-là, ce sont soit des doublets, soit des dipôles. Et donc, on connaît l'expression de champ électrique. Une fois qu'on connaît l'expression de champ électrique, on peut généraliser et étudier en fait l'expression globale de champs rayonnés par ce réseau d'antennes ou ce groupement d'antennes, et donc dans le but d'avoir la fonction caractéristique. Et là, je trouve la fonction caractéristique qui s'écrit sous la forme suivante. Donc f de alpha, hein, f de alpha que je ne connaissais pas, donc je peux maintenant la voir, c'est 2 cosinus S sur 2. D'accord? Avec S, c'est pi sur lambda, d cosinus alpha plus phi. D'accord? Donc, voilà, S, on vient S, il est là, c'est 2 pi sur lambda, E1H plus phi. D'accord? Donc, E1H, c'est D, je l'ai appelé D, et donc, ça va être pi sur lambda D cosinus alpha plus phi sur 2. D'accord? Alors, si phi égale à 0, maintenant, si je suppose que les deux antennes sont alimentées en phase, d'accord, il n'y a pas un déphasage entre les deux, d'accord, donc la fonction caractéristique de rayonnement va changer, d'accord, et lorsque la fonction caractéristique de rayonnement change, donc certainement que le diagramme de rayonnement change. Donc, vous voyez comment je vais agir sur la phase de l'alimentation des courants des deux antennes pour changer le diagramme de rayonnement et varier le rayonnement des antennes. D'accord? Donc voilà, donc je trouve la fonction caractéristique de rayonnement général. Si je suppose que la phase elle est nulle, donc j'introduis la phase égale à 0 ici. D'accord? Ça c'est 0. Et donc si la phase elle est nulle, la fonction caractéristique c'est 2 cosinus pi sur lambda d cosinus alpha. D'accord? Alors, je vais étudier les autres cas. Alors, quand est-ce que je vais avoir le maximum de rayonnement? Alors, le maximum de rayonnement, il apparaît lorsque alpha égale à pi sur 2. C'est alpha égale à pi sur 2 dans cette expression, c'est-à-dire que ce cosinus-là, le cosinus qui est là, va être égal à 1. Quand est-ce que ce cosinus-là va être égal à 1? Ben, si ce qui est à l'intérieur de cosinus va être égal à 0. Pour que ce qui est à l'intérieur de cosinus va être égal à 0, il faut que cosinus alpha ou alpha égale à pi sur 2. C'est alpha égale à pi sur 2, cosinus alpha égale à 0. Ça veut dire que là, c'est 0. Et cosinus 0, ça donne 1. Et ça veut dire qu'on a une fonction de d'accord? Donc, on a une fonction f qui va être égale à 2. Donc, on a le maximum de rayonnement. Alors, le groupement rayant, donc, suivant la normale à l'alignement des deux antennes. D'accord? Et donc, le champ dans la direction de cet alignement n'est pas nécessairement nul. Il est égal à f de 0, d'accord? De cosinus p fois d sur lambda. D'accord? Donc, j'obtiens l'expression de la fonction caractéristique dans ce cas-là. Et le groupement rayonne suivant la normale à l'alignement. Selon la normale à l'alignement, pourquoi? Parce que alpha égale à pi sur 2. D'accord? Si je reviens sur alpha, vous voyez, alpha, il est là. D'accord? Lorsque alpha égale à pi sur 2, ben, je suis là. D'accord? L'angle alpha, il est comme ça. Et donc, j'ai
je rayonne suivant l'aliment. Ce sont des dipôles, hein, donc on sait le diagramme de rayonnement des dipôles, et donc il est donné par cette relation-là. Alors, un cas particulier et intéressant est lorsque D, dans cette expression-là de fonction caractéristique de rayonnement, lorsque euh, D égale à lambda sur 2. Si je mets lambda sur 2 à la place de D, alors j'obtiens un rayonnement qui est nul. D'accord? Une fonction de rayonnement qui est nulle. Et donc, on obtient dans ce cas-là, donc f de 0 égale à 0. Et donc, on obtient un diagramme de rayonnement sous forme de 8. D'accord? Donc, on a un diagramme de rayonnement sous cette forme-là. D'accord? Sous forme de 8. D'accord? Pour D égale à lambda sur 2. Alors, si les sources maintenant ils sont en opposition de phase, d'accord, c'est phi égale à pi. Tout à l'heure, phi égale à pi sur 2. Maintenant, phi égale à pi. Pardon, phi égale à 0. On a pris phi égale à 0, c'est-à-dire qu'ils sont en phase. Maintenant, si je suppose que j'alimente les deux antennes en opposition de phase, d'accord, c'est-à-dire il y a un déphasage entre l'alimentation des deux antennes qui est égale à pi. Dans ce cas-là, la fonction caractéristique de rayonnement s'écrit sous la forme suivante. F de alpha égale à moins 2 sinus P sur D sur lambda cosinus de alpha. Et maintenant, pour alpha égale à pi sur 2, si je suppose que alpha égale à pi sur 2, donc j'ai f de alpha qui égale à 0. Et le rayonnement est toujours nul suivant la normale à l'alignement. Nous avons f de 0. Si je prends alpha égale à 0, cette fois-ci, donc voilà, alpha égale à 0, donc f de 0, ça me donne moins 2 sinus p fois d sur lambda. Alors, un cas particulier, lorsque d égale à lambda sur 2, j'obtiens f de 0 qui égale à moins 1, et donc le diagramme correspond à une forme de 8, comme vous pouvez voir, mais dans ce cas-là, il est horizontal. D'accord? Donc, on a un rayonnement nul suivant la normale à l'alignement, et donc on a un diagramme de rayonnement horizontal. D'accord? Comme vous pouvez voir ici. Donc, un dernier cas, ou un troisième cas, c'est le cas c'est un cas aussi qui est très important, c'est lorsqu'on a une quadrature de phase. D'accord? Une quadrature de phase, c'est-à-dire on a une alimentation en quadrature de phase. Parce que les deux antennes sont distantes d'un quart d'onde, c'est-à-dire ils sont en quadrature, c'est-à-dire phi égale à pi sur 2. D'accord? Lorsque phi égale à pi sur 2. Et donc, la fonction caractéristique de rayonnement, on revient sur la fonction générale et on applique phi égale à pi sur 2. On obtient f de alpha qui égale à cosinus pi sur 2 égale à 1 plus cosinus alpha. Alors, pour alpha égale à 0, j'ai f de alpha qui égale à 0. Et donc, et pour alpha égale à pi, j'ai f de alpha égale à 1. Donc maintenant, on obtient en fait l'allure suivante, d'accord? Le diagramme de rayonnement suivant, et on voit que la source dans la phase avance de pi sur 2, d'accord, provoque une concentration de l'énergie rayonnée dans la direction de l'alignement vers l'autre source. On dit que dans ce cas-là, cette antenne joue le rôle de réflecteur, d'accord? Donc on voit que d'orientation, d'accord, de diagramme de rayonnement vers une direction donnée. Et donc, on dit que une antenne va jouer le rôle de réflecteur, d'accord? C'est-à-dire qu'on est en train d'orienter le rayonnement euh, vers la source qui a une phase qui est nulle, d'accord? Donc, en fait, la source ayant un déphasage de pi sur 2, cette source-là, cette antenne-là, va orienter, joue le rôle de réflecteur, va orienter le diagramme de rayonnement vers cette antenne-là, l'antenne qui est là, c'est-à-dire vers l'antenne 1. Ce phénomène-là, on l'a déjà vu, c'est-à-dire que lors de l'étude de groupement pélote-parasite, et donc on a vu que ce n'est pas nécessaire d'alimenter l'antenne parasite. D'accord? Donc, on l'a obtenu sans alimenter l'antenne parasite. D'accord? Alors, le champ rayonné par l'antenne alimentée retarde de pi sur 2 à la hauteur du réflecteur du fait que de la propagation sur une distance quart d'onde. D'accord? Donc, d'après la loi de Lenz, il provoque
cette antenne force électromotrice par opposition de phase qui avance de pi sur 2 sur la force électromotrice dans le pylône, ce qui réalise automatiquement les conditions requises pour la réflexion de l'énergie rayonnée. Donc tout ce phénomène-là, on l'a vu, et donc c'est pas nécessaire si on veut avoir ce phénomène-là, c'est pas nécessaire d'alimenter l'antenne réflecteur, d'accord? C'est-à-dire l'antenne parasite qui est en déphasage, en quadrature, c'est pas nécessaire de l'alimenter. Et on peut avoir ce phénomène-là, comme on a vu ou comme on a prouvé dans le cas de l'étude de groupement pilote-parasite. Alors maintenant, on va parler du principe de multiplication de diagramme de rayonnement dans le cas des antennes réseau. Alors la propriété principale d'un réseau réside dans le théorème de multiplication des fonctions caractéristiques. On peut l'annoncer ainsi. Et donc la fonction caractéristique de rayonnement d'une antenne réseau est égale au produit de la fonction caractéristique de chaque élément rayonnant pré-isolement par la fonction caractéristique du groupement. En d'autres termes, du réseau obtenu en remplaçant ces éléments rayonnants par des antennes isotropes alimentées de la même façon que les éléments rayonnants qui le remplacent. D'accord? Donc, une fois on a étudié le groupement de deux antennes, on peut maintenant généraliser l'étude sur plusieurs antennes. Donc, on va considérer un alignement uniforme comme vous pouvez voir, un alignement uniforme à des phasages proportionnels. Et on va essayer de calculer cette fois-ci le facteur d'alignement. Donc là, pour l'alignement, c'est-à-dire pour un réseau d'antennes ou plusieurs antennes, on ne parle plus de fonction caractéristique de rayonnement, on parle de facteur d'alignement. D'accord? Donc, afin d'obtenir une plus grande directivité, on utilise un grand nombre d'antennes alimentées avec la même amplitude. Comme on peut voir sur l'image ou la figure présente dans les diapos, donc on a plusieurs antennes alignées verticalement et donc la distance entre les deux antennes, c'est toujours D, hein, donc c'est un réseau régulier. Alors, et l'alimentation, il est bien évidemment avec la même amplitude, mais avec un déphasage. Donc, la première antenne elle est déphasée de phi par rapport à l'antenne qui se trouve à la position 0, ou la première antenne. Et après, on a un déphasage de 2 phi, 3 phi, ainsi de suite. Donc, le déphasage, il change donc par un nombre entier par rapport au déphasage initial. Alors, on va généraliser les calculs qu'on a fait sur le groupement de deux antennes et on obtient dans ce cas-là un champ total qui est la somme de tous les champs E1, E2 jusqu'à En et donc qui peut s'écrire sous la forme suivante. ET égale à E1, 1 plus exponentielle GS plus exponentielle 2GS, ainsi de suite, jusqu'à exponentielle Gn-1 fois S. Alors, soit une somme d'une série géométrique de raisons exponentielles GS. D'accord? Donc, on obtient, si vous voulez, une suite, comme vous pouvez constater ici, une suite géométrique de raisons exponentielles GS avec S égale à K fois D cosinus alpha plus phi. Donc, S, on l'avait déjà défini, on l'avait posé tout à l'heure comme étant égal à K fois D cosinus alpha plus phi. Alors, si j'utilise la propriété de cette suite géométrique, je peux écrire le champ total sous la forme suivante. E total égale à E1, 1 moins exponentielle GNS sur 1 moins exponentielle GS, qui peut s'écrire sous la forme suivante et que je peux l'écrire aussi sur la forme suivante. Donc, toujours, je suis en train de calculer l'expression du champ total. Donc, une fois que j'ai un groupement d'antennes où j'ai un ensemble des antennes sous forme d'un réseau, où je dois calculer le champ total rayonné par ce groupement de N antennes. Pourquoi? Dans le but d'avoir ce qu'on appelle le facteur d'alignement. D'accord? Le facteur d'alignement qui représente en quelque sorte la fonction caractéristique de rayonnement. D'accord?
Alors, donc j'obtiens ce résultat avec un n, c'est le nombre d'antennes, et n-1, c'est le nombre d'intervalles. Le nombre d'intervalles n-1 égale à L sur D, c'est-à-dire le nombre d'intervalles entre les différentes antennes. Et donc, nous déduisons dans ce cas-là la fonction caractéristique de l'alignement. La fonction caractéristique de l'alignement s'écrit sous la forme suivante. D'accord? Donc, à partir de l'expression de module de champ, on a la fonction caractéristique de l'alignement. Donc, la valeur du champ dans la direction de rayonnement maximal, il est de n fois E. D'accord? Et donc, pour normaliser le diagramme à une valeur maximale unitaire, on définit ce qu'on appelle la fonction caractéristique de rayonnement par la formule suivante, qu'on va appeler facteur de l'alignement. D'accord? Donc, on va normaliser la fonction caractéristique de rayonnement de telle façon à avoir un facteur d'alignement. Donc, cette fonction caractéristique de rayonnement normalisée, on va l'appeler facteur d'alignement, qui s'écrit sous la forme suivante. D'accord? F de alpha qui égale à 1 sur n, sinus de n s sur 2, module de sinus n s sur 2 sur sinus s sur 2. Donc voilà le facteur d'alignement qui est la fonction caractéristique de rayonnement normalisée par rapport au rayonnement maximal. D'accord? C'est-à-dire qu'on le divise par rapport à n fois E. D'accord? Normalement, ce qu'on cherche, c'est que le champ total, d'accord, le champ total, d'accord, ET doit être, pardon, donc le champ total ET doit être égal à N fois E1. D'accord? N fois E1, ça c'est la valeur du champ dans la direction d'enraînement maximal. D'accord? Et donc on normalise par rapport à ça pour avoir en fait 1 sur N multiplié par module de sinus NS sur 2 sur sinus S sur 2. D'accord? Alors, les directions de rayonnement maximum sont obtenues pour S égale à 0. Lorsque S égale à 0, j'ai les directions de rayonnement maximum. Donc, dans ce cas-là, ça va nous donner l'expression suivante. Le champ total, lorsque S égale à 0, ça donne N fois E1. Donc, le diagramme de rayonnement de l'alignement, pardon, aura donc toujours un lobe principal de grandes amplitudes et, et des lobes secondaires. Il y a un lobe principal et des lobes secondaires. Alors maintenant, on va considérer divers types de réseaux linéaires qui peuvent exister. Donc tout d'abord, on va considérer l'alignement à rayonnement transversal, c'est-à-dire lorsque phi égale à 0. Si phi égale à 0, donc toutes les antennes sont en phase et le maximum de rayonnement est dans le plan normal à l'alignement. D'accord? Donc, lorsque phi égale à 0, toutes les antennes vont être en phase, parce que phi égale à 0, donc le déphasage il est nul, donc les antennes sont alimentées en phase. Donc, il n'y a pas de déphasage au niveau de l'alimentation des antennes. Toutes les antennes, on doit les alimenter en phase. Et donc, dans ce cas-là, le maximum de rayonnement, il est dans le plan normal à l'alignement. D'accord? C'est-à-dire que si je reviens sur le facteur d'alignement, la fonction caractéristique, eh ben je vais chercher quand est-ce que je vais avoir le maximum de rayonnement et ce maximum, il est obtenu lorsque alpha égale à pi sur 2. Puisque alpha égale à pi sur 2, et donc alpha, il est là. D'accord? Et donc, j'ai un rayonnement transversal. D'accord? Et donc, je suis normal à l'alignement. Voilà le diagramme de rayonnement. D'accord? Donc, le diagramme de rayonnement est dit transversal ou bien on a un rayonnement transversal. C'est un tel alignement qui représente simultanément le maximum de gain et donc le diagramme de rayonnement le plus étroit. D'accord? On sait très bien que autant qu'on a un diagramme de rayonnement étroit, autant que le gain il est très grand, d'accord, à sa valeur maximale. Donc, on obtient un diagramme de rayonnement de révolution autour de l'alignement. D'accord? Donc, puisque ce sont des pôles, donc, ça peut être aussi des doublés. Donc, on voit que le diagramme de rayonnement contient deux lobes, hein, les lobes qui sont là, et puis des lobes secondaires, hein, les lobes principaux et les lobes secondaires qui sont là, donc, qui sont dus à l'existence de plusieurs antennes. Alors maintenant, on va étudier l'influence d'un gradient de phase sur le rayonnement. C'est quoi un gradient de phase? C'est que maintenant, on a la phase qui est égale à 0. Une fois, si la phase est égale à 0, c'est-à-dire que les antennes sont alimentées en phase,
Donc il n'y a pas de déphasage au niveau du courant d'alimentation. Donc maintenant, on va provoquer un certain déphasage. D'accord? Alors, ce déphasage-là qu'on va provoquer au niveau de l'alimentation des différentes antennes, il se peut qu'il soit positif ou bien négatif. D'accord? Selon le type de déphasage. Donc, supposons, on va supposer qu'il y a un gradient de phase, c'est-à-dire il y a une différence de phase entre les sources. Ça dépend de phi. D'accord? Est-ce que phi est positif ou négatif? Le phi qui est là, d'accord? Est-ce qu'il est positif ou négatif? C'est-à-dire que est-ce qu'on est en avance ou bien en retard? Donc, si on suppose qu'on a un gradient de phase entre les différentes sources, les différentes antennes, le maximum de rayonnement apparaît pour S lorsque S égale à 2m fois P. M, c'est un entier. Alors, dans le cas où S égale à 0, la direction de rayonnement maximale est donnée par cosinus alpha 0 qui égale à moins lambda phi divisé sur 2pi fois d. D'accord? Si maintenant alpha il est inférieur à 0, c'est le gradient qu'on va provoquer, il est inférieur à 0, c'est-à-dire que les phases retardent de la gauche vers la droite, d'accord? Il y a un retard de la gauche vers la droite, de l'antenne 1 vers l'antenne n, d'accord? Donc il y a un retard. Alors dans ce cas-là, le cosinus alpha 0, donc d'après cette expression, le cosinus alpha 0, il est positif, d'après cette expression. D'accord? Et donc, pour qu'il soit positif, il faut que alpha 0 soit entre pi sur 2 et moins pi sur 2. D'accord? Et donc, le diagramme de rayonnement de tout à l'heure, et les de révolution, et il est formé de deux lobes principaux qui s'inclinent dans le sens des sources qui retardent. D'accord? Donc, vous voyez que le diagramme de rayonnement qu'on avait tout à l'heure, il va s'incliner. Hein, donc, vous voyez qu'il s'incline, hein, d'accord, vers les sources qui retardent, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Donc, il s'incline de la gauche vers la droite. Il s'incline vers la droite. D'accord? Donc, suivant le alpha 0. Donc, alpha 0, on trouve que alpha 0, il varie entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, dans l'autre cas, le cas où les phases sont positives, d'accord, dans ce cas-là, le cosinus, il est négatif, le cosinus alpha 0, ce cosinus-là qu'on vient d'avoir, cosinus alpha 0 va être négatif, d'accord? Ce qui fait que alpha 0 varie entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, d'accord? Et donc, toujours, on obtient un diagramme de rayonnement de révolution, mais ce diagramme s'incline toujours de côté des phases qui retardent parce que lorsque la phase il est positive, d'accord, donc on a un gradient de phase euh, de la droite vers la gauche. Donc, on se dirige de la droite vers la gauche et donc on s'incline toujours vers les phases qui retardent. Hein. Donc, vous voyez, on s'incline toujours vers les phases qui retardent. Alors, un cas particulier intéressant est celui lorsque phi égale à moins 2pi d sur lambda. Dans ce cas-là, S égale à 4D cosinus alpha moins 1. D'accord? Et dans ce cas-là, le cosinus alpha va être égal à 1, ce qui correspond à alpha 0 égal à 0. Dans ce cas-là, le maximum de rayonnement apparaît dans la direction de l'alignement. Donc, puisque alpha, il est là, l'angle alpha, il est là, c'est cet angle-là qui varie entre ces deux axes. Et puisque alpha 0 égale à 0, donc le lobe principal il se trouve longitudinal. Et donc, on a un rayonnement longitudinal et le diagramme de rayonnement, il est toujours de révolution, mais suivant l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe qui est là, d'accord? Et donc, on a un rayonnement, le maximum de rayonnement, il est dans la direction longitudinale. Alors, maintenant, en étudiant la distance entre les sources, on va étudier la distance entre les sources, et donc, la distance maximale, on essaie de trouver la distance maximale. Donc, comme tout à l'heure, il y a deux paramètres qui sont très importants. Hein. Donc, vous avez vu qu'on peut agir sur les phases en variant les phases d'alimentation ou les phases des courants d'alimentation. On peut aussi agir sur la distance. D'accord? Donc, c'est un paramètre qui est très important, la distance D. Donc,
la fonction caractéristique maximale lorsque S égale à 2pm fois P, d'accord? Donc, soit 4D cosinus alpha plus phi égale à 2pmn. D'accord? Et donc, cosinus alpha s'écrit sous la forme suivante. C'est moins lambda phi sur 2pi fois d plus m lambda sur t. Donc, cette relation définitive ou définit, pardon, éventuellement plusieurs directions de rayonnement maximal qui correspondent à différentes m soit m égale à 0, m égale à plus ou moins 1, m égale à plus ou moins 2, ainsi de suite. Donc, m peut prendre plusieurs valeurs. Alors, afin que l'énergie rayonnée ne disperse pas inutilement, nous voulons qu'il y ait une seule direction de rayonnement maximale. Et cela va imposer diverses conditions. D'accord? Donc, pour m égale à 0, donc on va étudier le premier cas, m égale à 0, on a cosinus de alpha 0, d'après cette relation, cosinus alpha 0 égale à moins lambda phi sur 2pi fois d. D'accord? Alors, pour que alpha 0 ainsi défini correspond à une direction de rayonnement, il faut que le module de alpha, ou la valeur absolue de alpha 0 soit inférieure à 1. C'est-à-dire que lambda fois module de phi sur 2pi fois d soit inférieur à 1. Alors, si d est fixe, où D est fixé, c'est la distance elle est fixe entre les différentes antennes. Alors dans ce cas-là, le module de la phase, il est inférieur à 2pi fois D sur lambda. Donc je prends une phase en module qui est inférieure à cette quantité-là, 2pi D sur lambda. Donc là, je connais D et D, il est fixe. D'accord? Alors, si maintenant la phase elle est fixée, d'accord, c'est le module de alpha il est fixé, de phi est fixé, dans ce cas-là, je prends une distance supérieure à lambda module de phi sur 2pi. D'accord? Donc, ça dépend. Est-ce que je fixe D, la distance entre les différentes antennes, et j'ai une condition sur la phase, sinon, si je fixe la phase, j'obtiens une condition sur la distance. D'accord? Donc, il y a deux paramètres, la distance et la phase. Et donc, si je fixe, je dois fixer un pour avoir la condition sur l'autre. D'accord? Alors, pour M, donc on a dit que M peut prendre différentes valeurs. Maintenant, pour M égale à plus ou moins 1, donc on a un cosinus qui s'écrit sous la forme suivante. D'accord? Et pour que alpha ne corresponde pas à une direction de rayonnement, il faut que cosinus, module de cosinus alpha soit supérieur à 1, c'est-à-dire que moins lambda phi sur 2p fois d plus ou moins lambda sur d soit supérieur à 1. Donc l'étude de cette expression suivant le signe de phi conduit à la condition suivante, c'est que dans ce cas-là, d il est inférieur à lambda sur 1 plus cosinus alpha 0, ce qui correspond à d inférieur à lambda. Pour un alignement à rayonnement transversal, si je prends alpha 0 égale à pi sur 2, dans cette expression, je remplace alpha 0 par pi sur 2, d'accord? Donc j'ai d est inférieur à lambda. Sinon, si je prends alpha 0 égale à 0 dans cette expression, eh ben, j'obtiens d est inférieur à lambda sur 2. Donc, dans ce cas-là, je suis sur un alignement de rayonnement longitudinal. D'accord? Donc, puisque alpha égale à pi sur 2, alpha 0 égale à pi sur 2, donc le rayonnement il est long transversal. Maintenant, si je prends alpha 0 égale à 0, je suis sur un rayonnement longitudinal. Et les distances doivent être inférieures à lambda sur 2. Donc, pratiquement, on est souvent conduit à prendre d égale à lambda sur 2 dans le premier cas, d'accord, et prendre d égale approximativement à lambda sur 4 dans le deuxième cas. D'accord? Donc, ça dépend. Est-ce qu'on veut un rayonnement longitudinal transversal ou bien un rayonnement longitudinal? Toujours, on doit fixer la distance. Donc, pour le premier cas, c'est-à-dire le cas de rayonnement longitudinal, D doit être inférieur à lambda. Et dans ce cas-là, généralement, on prend D égale à lambda sur 2. Et pour le deuxième cas, si on veut un rayonnement longitudinal, c'est-à-dire alpha 0 égale à 0, donc dans ce cas-là, je prends, ou plutôt la distance doit être inférieure à lambda sur 2, et généralement, je prends une distance qui est à peu près égale à lambda sur 4, qui va me faciliter l'étude. D'accord?
Alors, cela nous ramène à ce qu'on appelle le théorème de multiplication. Alors, jusqu'à présent, dans notre étude, nous avons considéré des sources isotropes, mais en réalité, les sources sont directives si nous désirons obtenir un réseau performant. Donc, le facteur de réseau est un produit de la fonction caractéristique de chaque source, pardon, par la fonction caractéristique de réseau de sources isotropes. Et donc, cette propriété valable en champ lointain ne tient pas compte de couplage entre les sources qui peuvent modifier les caractéristiques des différentes sources. Et donc, si vous voulez, on essaye de calculer ou de multiplier les diagrammes de rayonnement comme montre la figure suivante. D'accord? Donc, multiplier les diagrammes de rayonnement revient à faire quelque chose de la forme suivante. Hein, d'accord? Donc, on multiplie les fonctions caractéristiques. Donc, on a un diagramme de ce type-là fois ce diagramme de ce type-là. Donc, le résultat, c'est un diagramme de rayonnement de ce type. D'accord? C'est sinus gamma, cosinus pi sur 2, cosinus alpha. Ça nous donne quelque chose de la forme suivante. La même chose si on est dans le cas suivant, c'est-à-dire on a un diagramme de ce type-là, et un diagramme de ce type-là, le résultat, ça va nous donner un diagramme de ce type. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir ou d'étudier un réseau d'antennes plane. D'accord? Donc, on va considérer un groupement d'éléments rayonnants en réseau rectangulaire. Comme vous pouvez voir, il y a un réseau rectangulaire. D'accord? Et donc, on a les différents axes, l'axe X, d'accord, et l'axe Y. Et sur chaque axe, on va déposer des antennes. D'accord? Donc là, on a une antenne. Sur chaque nœud que vous voyez là, il y a des antennes. Hein. Donc, on a des antennes ou des sources rayonnantes sur l'axe Y, N sources sur l'axe Y et M sources sur l'axe X, d'accord? M sources sur l'axe X, d'accord? Donc, on obtient un réseau rectangulaire et on va supposer que ce réseau, il est régulier, d'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les éléments sont déposés au sommet d'une grille rectangulaire de M colonnes et N lignes, d'accord? Donc, c'est-à-dire on les met sur les sommets, euh, les antennes ou les sources rayonnantes sont déposées sur les sommets des différentes ou d'une grille rectangulaire. D'accord? Et on va supposer aussi que le déphasage est linéaire et que les courants sont équiamplitude. Les courants, ils ont le même amplitude, ils sont équiamplitude, ça veut dire qu'ils ont le même amplitude. Donc, une source S quelconque, d'accord, une source S quelconque, cette source-là par exemple, S, qui se trouve à une distance IY0 de OX et une distance euh, I'X0 de OY, de telle façon que I et I' sont des entiers qui définissent le rang de la source. D'accord? Et définissent le rang de la source. Donc, chaque source, on peut l'identifier par un rang selon son emplacement dans le réseau. D'accord? Selon son emplacement dans ce réseau-là, on peut l'identifier. Et donc, il va se trouver à une distance Y0 de OX et une distance I'X0 de OY. D'accord? Donc, comme ça, on peut calculer le champ. Donc, pour ce cas-là, le cas d'un réseau plat, on peut calculer le champ total. Alors, le champ rayonné par une source, ou le champ de cette source, qui se trouve à une distance y0 de OX et y'x0 de OY, d'accord, peut s'exprimer sous la forme suivante. Donc, il peut se généraliser sous la forme suivante. E qui égale à E0 exponentielle JS de I'. D'accord? Comme on a vu tout à l'heure, là, on a généralisé en 2D. D'accord? Tout à l'heure, on n'avait qu'un alignement. Là, on a un alignement sur deux dimensions. D'accord? Donc, avec SI, s'écrit sous la forme suivante. Donc, c'est KDI, cosinus alpha I, plus phi I. D'accord? Donc, euh, DI' est la distance OS.
Alpha I prime, c'est l'angle entre OS et OM. Et phi I prime, c'est le déphasage. D'accord? Donc, dans ce cas-là, DI prime cosinus alpha I prime, et c'est la projection de ES sur OM. D'où je peux écrire que DI prime cosinus alpha I prime peut s'écrire sur la forme suivante: I égale 0 sinus alpha sinus bêta plus I prime x0 sinus alpha cosinus bêta. Donc, le champ total de réseau est donné par cette relation-là. Donc, je reprends la même expression que tout à l'heure et j'introduis en fait cette relation. J'introduis cette relation. Donc, je remplace dans S' je remplace D cosinus euh, DI prime cosinus alpha I prime par cette expression. D'accord? Et donc, j'obtiens l'expression totale ou globale de champ total rayonné par ce réseau plein. D'accord? Donc, voilà comment j'ai obtenu cette expression de champ total rayonné par ce réseau plein. Donc, vous voyez comment je fais l'étude. Chaque fois, je suis en train d'étudier un cas, soit un cas d'un groupement de deux antennes, ou bien de trois, ou bien de n antennes, soit un alignement, soit un réseau plane rectangulaire, et chaque fois, je dois trouver l'expression de champ total. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de la fonction caractéristique de rayonnement. Je dois avoir l'expression de champ rayonné par ce réseau, ou par cette antenne-là, ou par ce groupement. Et donc, pour calculer l'expression de ce champ-là, total, je me base sur ce que je connais. D'accord? Je me base sur des choses que je connais, c'est-à-dire les différentes expressions que je connais, à savoir l'étude qu'on a fait sur le doublé, sur le dipôle, ça dépend de la nature de ce réseau d'antennes. D'accord? Et donc, j'utilise les différentes formules pour retrouver en fait une expression globale qui va me permettre d'étudier ce groupement d'antennes ou ce réseau d'antennes.